on aime chaque fois sortir un peu du cadre et vous présenter Frédéric Fallis, qui va vous apporter un des besoins récurrents que nous avons en business analyse, c'est comment poser des questions. Quelles questions poser et comment les poser. On ne fait que ça dans notre métier. Poser ces fameuses questions qui nous permettront de mieux comprendre ce qui se passe dans l'univers à changer. Et Frédéric Fallis, voilà, a créé un concept de questiologie. Et c'est ce qu'il va nous présenter pendant la dernière heure qui nous reste à passer ensemble. Donc, partageons encore une fois des choses un peu innovantes avec Frédéric. Merci à toi d'être présent. C'est avec plaisir. Avec plaisir. Ça fonctionne ? Bonjour, bonjour. Vous m'entendez bien ? Elle va au bout ? C'est bon ? En fait, je suis extrêmement paniqué de me retrouver devant vous. La raison, c'est que ça me rappelle mon enfance. Ah oui, ça me rappelle mon enfance. Imaginez un petit peu, moi j'ai grandi dans une famille où tout le monde est informaticien. La panique absolue. Mon oncle est informaticien, ma tante est informaticienne, ma sœur est devenue informaticienne, mon frère est devenu informaticien, ma sœur a épousé un informaticien, mon père était informaticien. Imaginez ces moments de solitude absolue à table lorsque je subissais la loi totalitaire du if-then. L'absolue tyrannie du binaire, 0 ou 1. L'incroyable, implacable vérité que seules les choses devaient être dans l'ordre, le 1 précède le 2, qui jamais ne dépasse le 3. Moi qui avais une petite tendance à vouloir aller dans tous les sens. Alors, bon, j'ai grandi avec ça et petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, mon père et moi, si on devait dessiner un tableau, eh bien moi, je commençais par faire l'image globale. Je faisais des esquisses, des grands traits, histoire d'avoir une idée globale. Et mon papa, lui, il voulait savoir par quoi commençait le pixel là, quelle couleur précisément il fallait mettre. L'intéressant de l'histoire, c'est que finalement, mon père et moi, nous étions capables de dessiner. Nous faisions tous les deux des beaux tableaux, mais chacun par son chemin. Alors je me suis dit, ça y est, ça va me réconcilier avec mon papa. Et puis finalement, mon père était quand même assez paniqué, parce qu'il trouvait ma façon de travailler, ma foi, assez créative, pourquoi pas intéressante, une petite espièglerie intéressante pour un petit enfant, mais quand même une grande inquiétude pour moi en tant que futur professionnel. Comment allais-je m'en sortir dans le monde où il fallait être à tout prix point 1 avant point 2, avant point 3. Et heureusement, j'ai trouvé cette citation de Peter Drucker, qui dit clairement que être un manager, c'est faire les choses bien, et être un leader, c'est faire les bonnes choses. Ça y est, j'ai pu montrer ça à mon père, j'ai dit, papa, regarde. Tu vois, moi, je suis un leader. Alors, mon père, il regarde le truc et il dit, ouais, c'est bien, mais concrètement, comment fait-on pour faire les bonnes choses ? C'est quoi la démarche ? C'est quoi le processus ? Par quoi on commence ? Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il n'y a rien à faire, on ne voyait pas la vie de la même façon. Le gag de l'histoire, c'est que cette citation, si ça ne m'a pas permis de me réconcilier avec mon père, ça a permis de mettre en évidence quelque chose d'important dans les sociétés d'aujourd'hui, c'est que finalement, il y a apparemment deux aptitudes. D'un côté, le management, bien séparé, du leadership. Alors, la question, c'est de savoir ce que c'est l'un et l'autre. Alors voilà ce que dit par exemple Ralph Nader. Il dit qu'un leader, c'est quelqu'un qui a la vision et la conviction nécessaires pour booster l'énergie afin de réaliser un rêve. À cette citation, mon père, il s'endort. Alors que de l'autre côté, le manager, c'est quelqu'un qui s'occupe du planning, que les éléments soient clairs, que les questions soient bien posées, que les étapes soient assurées. Bref, si je remets ça dans mes deux schémas, on a d'un côté le leader et de l'autre côté le manager. La question qui me vient, pour vous, c'est quelles sont les compétences demandées au business analyst ? Ils sont dans quel coin ? Est-ce que c'est plutôt avoir une vision globale, une démarche heuristique en arborescence ? Est-ce que c'est montrer une direction, une vision globale ? Ou est-ce que c'est plutôt, step by step,
attention au processus et aux règles. De quel côté se trouve le business analyst? Cette question est toute simple, sauf que vous l'avez sûrement observé, dans les entreprises, depuis une dizaine d'années, on valorise sans cesse le leadership, en expliquant que le management est nettement moins intéressant. Vous avez vécu ça? C'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'être un jour directeur vente et marketing. Bon, fine. Mais vous, où êtes-vous? Alors, ce qui est important pour bien comprendre la réponse, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de deux fonctions différentes, il s'agit de deux modes de fonctionnement de cerveau différents. D'un côté, le manager correspond à un mode de fonctionnement du cerveau qui est, on a appelé ça le cerveau droit. Procédural, 1, puis 2, puis 3. Linéaire, une capacité à effectuer les plannings, à respecter les budgets, à mettre les moyens en face des besoins. Alors que de l'autre côté, le leader, c'est plutôt le cerveau gauche, artistique, intuitif, multiple, vision globale. Ma question, c'est où se trouve le business analyst? Il se trouve là. Il faut assurer la communication entre les deux. Parce que finalement, un cerveau fonctionne bien à condition que les deux hémisphères communiquent. Non, ça ne marche pas. De la même manière, une organisation va bien fonctionner à condition que l'ensemble de ses tâches soit réalisé. Alors, je vous dis ça, mais quel est l'enjeu avec les questions? Qu'est-ce que ça a à voir avec les questions? Justement, aujourd'hui, je vous propose de voir comment les questions peuvent permettre de mieux créer la communication entre les deux. Ça vous va comme programme? C'est ça l'idée. Alors justement, c'est quoi la question? Vous, en tant que business analyst, comment faites-vous pour poser une bonne question? Donc ça, c'est une question, normalement, j'attends des réponses. Comment faites-vous, vous, business analyst, pour poser des bonnes questions? Parlez plus fort, si vous voulez bien. D'accord. Donc l'idée, c'est que pour poser une bonne question, d'abord on se tait. D'accord. Une fois qu'on s'est tu, comment faites-vous pour poser la bonne question, monsieur? Donc une question très générale pour voir comment l'autre répond. Et en fonction de sa réponse, pouvoir adapter mes questions. Donc ce que vous êtes en train de signaler, c'est que pour savoir si vous avez posé une bonne question, il faut d'abord avoir les réponses. Ah. Pardon? D'accord. Ok. Donc vous entendez ce qui se passe là. L'idée, c'est de poser d'abord une question de découverte, voir comment la personne fonctionne pour comprendre quelle question on va poser par la suite. Ok, ça c'est l'analyse générale. Mon père dirait que c'est bien, c'est la vision globale. Mais concrètement, comment on fait? Donc ce que j'entends, c'est qu'il y a des critères de réussite. Il faut s'adapter à la personne qui est en face de nous. C'est un critère de réussite. Et mon père vous dirait, concrètement, comment cette question-là est moins bonne que celle-là ou celle-là meilleure que celle-là? Écouter la personne. Donc, faire silence, écouter la personne, c'est un prérequis. OK, mais une fois qu'on l'a bien écouté... Ah. Alors, j'entends le mot réellement. Le mot réellement est une... Enfin, ça veut dire quoi, réellement? Ah oui, ça veut dire quoi, l'écoute active? Oui. S'intéresser. Ah oui, ça c'est bien. Mais concrètement, comment on fait? Ah, vous le mettez en condition. OK. D'accord, donc en fait l'idée c'est, je reformule ce que vous venez de dire et puis je demande, est-ce que c'est bien ça que vous avez dit? OK, c'est une façon de faire. Oui, une dernière? On essaye de savoir ce qui est important pour lui. OK, j'entends toutes ces pistes. Avouez que pour le moment, vous n'avez pas une idée très claire de comment on fait à coup sûr une question avant d'avoir la réponse. Vous avez des trucs, des ficelles, mais concrètement, mon père serait là, il vous dirait, attendez, qu'est-ce que je mets dans la première ligne de programme? Alors, en plus, à coup sûr, comment vous faites pour poser la bonne question? À coup sûr. Je vous propose d'avancer. Le problème des questions, c'est que finalement, vous les utilisez
un peu comme on utilise des réflexes. Vous avez l'habitude de faire des questions, et donc probablement à force d'en faire, vous vous dites que vous savez faire les questions. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui fonctionnent très bien. Cependant, je vais vous proposer de faire une petite évaluation, chacun pour vous, mais je vous demande vraiment d'écrire la première note. J'ai une question simple. Quand vous considérez vos questions, votre questionnement, à combien évaluez-vous votre questionnement, vos questions, sur 10 ? Je vous demande d'écrire, ou en tout cas de retenir le chiffre. À combien vous évaluez votre questionnement, vos questions, sur 10 ? Bah non, j'ai commencé il y a 10 minutes. 30 minutes. Vous avez ? Sur quoi vous avez fabriqué votre critère d'évaluation ? Quels sont vos critères d'évaluation pour fabriquer votre cote ? Vous avez mis 5, 6, 7. C'était quoi vos critères ? Et puis ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pendant les 30 minutes qui nous restent pour améliorer votre questionnement ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Oui ? Ah, ajouter un sourire avec la question. La façon dont on la délivre est super essentielle. Oui ? Ah, c'est gentil ça. J'espère que ça va fonctionner. Alors, merci aussi. Alors, l'idée, en tout cas, ce que vous pouvez remarquer, c'est que des questions, vous en posez tous les jours, mais probablement, vous n'avez jamais pris la peine d'évaluer vos questions. Or, il y a une règle absolue, c'est ce qui ne s'évalue pas, ne s'évolue pas. L'important, ce n'est pas le résultat que vous avez mis, ce n'est pas l'important 5, 6 ou 7. L'important, c'est que vous ayez mis une cote. L'important, c'est que vous sachiez sur quoi vous avez construit votre cote. Et l'important, c'est de savoir ce que vous voulez faire pour l'améliorer d'1 ou 2 points. Il n'y a que ça qui est intéressant. Mais probablement, vous ne l'avez jamais fait. Alors concrètement, moi, je prétends que vous utilisez 15% des questions possibles. J'ai suivi des managers, j'ai suivi des psychologues, des journalistes, j'ai suivi beaucoup de gens. Généralement, un très, 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 très bon journaliste utilise 10% des questions possibles. 10%. Un très bon CIO va utiliser 15%, 20% parfois, rarement. Un psychologue va monter jusqu'à 25%. Là, je fais l'hypothèse que dans la salle, vous utilisez 15% des questions possibles, et je vais vous le démontrer. D'ailleurs, et c'est assez simple, je suis certain que dans la salle, d'ailleurs, j'ai une question qui est comme ça. Qui ne s'est jamais retenu de poser une question à quelqu'un ? On a tous déjà vécu cette situation où on s'est dit « il faudrait que je la pose, mais il va mal le prendre ». Vrai ou faux ? En fait, si vous ne pouvez pas la poser, cette question, ce n'est pas parce qu'il va mal le prendre, c'est peut-être parce que la formulation que vous avez ne correspond pas à la personne que vous avez en face de vous. Et qu'il suffirait d'une autre formulation pour s'en sortir. Est-ce qu'on va travailler ensemble ? Alors, l'ennui avec les 15% de questions, c'est qu'en fait, quand on pose 15% de questions, on a 15% de visibilité. Donc là, avec 15% de visibilité, qu'est-ce que c'est derrière le carré ? Bon alors, les 15 autres pourcents de questions. Cerveau. La question c'est, est-ce que vous êtes sûr ou est-ce que vous devinez ? Finalement, ce qui serait intéressant, c'est de connaître les 100% de questions qui permettent d'avoir une visibilité globale. Et en fait, c'est ça votre travail de business analyst. Alors, je signale que ce n'est pas si simple parce que dans nos formations, nous avons été entraînés à dire les choses, pas à poser des questions. Repensez à votre scolarité, on vous a appris à démontrer, à prouver, à justifier, à argumenter. On ne vous a pas appris à poser des questions. Sauf, j'ai appris ça dans certaines formations de business analyst. C'est tout nouveau. Alors justement, aujourd'hui, on va continuer à avancer. Là-dessus, quel est l'intérêt des questions ? Vous avez déjà vu cette citation d'Albert Einstein qui dit « Si je disposais d'1 heure pour résoudre un problème et que ma vie en dépende, j'utiliserais les 55 premières minutes à trouver la bonne question. Il me suffirait alors de 5 minutes pour résoudre. » Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ce monsieur-là nous dit que ce qui est important, c'est la recherche de la bonne question plus que de la solution. Autrement dit, il nous dit aussi, c'est marrant, quand je suis ici, en fait, mon clicker ne fonctionne pas. Ce qu'il nous dit aussi, c'est que finalement, les questions et leur enchaînement sont constitutifs de notre réflexion. C'est quoi réfléchir si ce n'est poser une question, obtenir une réponse, poser une question ? De la même manière, ce qu'on comprend, comprendere, ça veut dire qu'on prend et qu'on met dans un tout cohérent. Ce qu'on comprend dépend des questions qu'on s'est posées. Il y a une grande différence entre apprendre que quand le feu est rouge, on ne passe pas, et comprendre que quand le feu est rouge, on ne doit pas passer.
si on comprend que quand le feu est rouge, on ne doit pas passer, c'est parce qu'auparavant, on s'est posé la question de qu'est-ce qui m'arrive si je passe au feu rouge? C'est ça la compréhension. Et vous avez des tas de gens qui apprennent des choses et vous êtes devant. C'est pas possible, il n'a rien compris ce gars-là. Vous avez déjà vécu ça? Puis finalement, l'analyse, business analyst, si je ne me trompe pas, se construit par un questionnement stratégique. C'est quoi l'analyse si ce n'est une stratégie de questionnement? C'est ce qu'il nous dit Einstein. Et puis il nous dit aussi que c'est la clé de notre créativité. Mais ce n'est pas tout pour les questions. Les questions, ça vient aussi, le mot question partage la même racine étymologique que questa, la quête. Alors c'est important comme définition parce que ça change tout. J'ai besoin pour ça si 2 personnes veulent bien venir à côté de moi, vous voulez bien venir à côté de moi? 1 et puis 2. Monsieur derrière? Il n'y a rien de douloureux, je vous promets. Voilà. Bonjour, bonjour. Vous vous appelez comment? Jean-Pierre. Jean-Pierre et Gérard. Frédéric, ravi. Alors, en fait, vous allez voir, je vais poser quelques questions simples à Jean-Pierre et Gérard. Et je vais chercher avec eux la quête. D'accord? On y va? Première question simple. Jean-Pierre, Gérard, quel est votre objectif en participant à cette journée? Intégrer la dimension du business analyst. Intégrer la dimension du business analyst. Réponse de Gérard, de Jean-Pierre. Me replonger pendant une journée dans les réflexions méthodologiques sur la compréhension des business process. Oui, c'est mieux avec le micro. Vous voulez bien le redire parce que c'était un peu... Me replonger pendant une journée disponible, ouvrir mes chakras pour essayer de me mettre à niveau sur l'évolution des méthodologies. Ok. Vous avez entendu les objectifs? J'ai posé une deuxième question. Quelle question se trouve derrière l'objectif que vous venez de dire? Positionner le rôle du business analyst dans une démarche de pilote de processus. Ok. Alors, vous voyez que ça, on entend... C'est un cran au-dessus de l'objectif. Vous sentez ça? Comme le fait de remettre en question, on touche sur quelque chose qui est encore plus important. Juste ou pas, Gérard? Oui, absolument. Absolument. Et vous, quelle est la question qui est derrière votre objectif? C'est enrichir mon registre de connaissances. D'accord. Enrichir votre registre de connaissances. Et vous avez remarqué que ce n'est pas une question qui vient d'être formulée là? Non. Si vous le formuliez en question, ça donne quoi? Et comment je peux être meilleur? Vous voyez qu'on touche à quelque chose, une quête qui est bien plus grande. Et là, alors, j'ai une troisième question. C'est quelle réponse aimeriez-vous trouver aujourd'hui que vous n'avez pas encore pu trouver jusqu'à présent? Alors, positionner le rôle d'un pilote de processus dans une démarche de business analyst. D'accord. Carrément. OK. Et puis vous, Jean-Pierre? Que je n'ai pas encore trouvé jusqu'ici. Alors la question, c'est comment réconcilier l'approche formelle de l'informatique, du code, avec la résolution des problèmes concrets d'entreprise. D'accord. Et ça, vous n'avez pas encore trouvé la réponse? Non, je la cherche. D'accord. C'est le Graal. C'est le Graal à trouver. Merci beaucoup, je vous en prie, asseyez-vous. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Alors, qu'est-ce que j'essaie de vous montrer ici? Devant vos clients, directeurs métiers, vous pouvez leur poser 3 questions. Elles sont là. Et elles sont assez simples. Et très rapidement, vous allez trouver chez lui ce qu'il a besoin de trouver aujourd'hui qu'il n'avait pas trouvé hier. Ils vont souvent vous déclarer leur ambition par des objectifs. Mais ce n'est pas intéressant, l'objectif. Ce qui est intéressant, c'est la question qui se trouve derrière, parce que c'est sa quête. Et la question la plus intéressante, c'est de savoir comment cette quête n'a pas encore été accomplie. Parce qu'en termes de vendre votre valeur, de valoriser ce que vous allez proposer, c'est une clé essentielle. L'autoroute est tracée. Alors, là-dessus, on peut compléter les atouts des questions. C'est ce qui me permet de mettre en projet et motiver. C'est essentiel à la relation. Et puis finalement, ce qui est très important, c'est que c'est la meilleure façon de co-élaborer et d'impliquer, à condition de poser les bonnes questions. Ça vous va? J'avance. En vous faisant remarquer que finalement, les questions se trouvent à l'analyse, à l'innovation et surtout
à l'intégration, à l'adoption par votre client de votre projet. Alors la questionnologie, c'est tout ça, et j'avance parce qu'on n'a pas le temps. Hop. Et on va parler la première chose des questions ouvertes et fermées. Vous connaissez les questions ouvertes et fermées, on ne va pas passer longtemps là-dessus, mais je voudrais juste vous donner un truc. L'ennui des questions fermées, c'est que finalement, elles désengagent les personnes. Si je vous dis « Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?», c'est probablement parce que j'ai le sentiment qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec moi. Du coup, s'il me dit oui, il abdique. S'il dit non, il se rebelle. Donc généralement, qu'est-ce qui se passe? La réponse est « oui, mais ». Ça vous parle, ça, vous avez déjà vécu ça. Alors je voudrais vous donner un truc tout simple pour transformer toutes vos questions fermées en questions ouvertes. Vous mettez devant dans quelle mesure, à quel point ou de quelle façon. Regardez ce que ça donne. Par exemple, vous êtes d'accord avec ça? Question fermée. Si je pose la question, c'est parce que j'ai l'intuition qu'il n'est pas d'accord. S'il dit oui, il abdique. S'il dit non, il se rebelle. Alors comment on la transforme? Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec ça? À quel point êtes-vous d'accord avec ça? Et si la personne vous répond « je suis d'accord à 80%, que pouvons-nous faire ensemble pour parcourir les 20% restants? Et de nouveau, vous l'impliquez. Toutes vos questions fermées en automatisme peuvent être rouvertes par dans quelle mesure, à quel point, de quelle façon. Regardez, ça fonctionne comme ça. Alors, on m'a dit que les questions que vous posiez assez souvent, par exemple, c'est quelqu'un vous décrit son travail, vous avez l'impression que ce n'est pas tout à fait le process réellement, que ça ne correspond pas à 100%. Et apparemment, en business analyst, vous posez assez rapidement une question du genre c'est vraiment ça que vous faites? Ça vous parle, cette question-là? Regardez ce qui se passe. Dans quelle mesure ça correspond exactement à ce que vous faites? Ça marche, hein? Est-ce que vous appliquez bien cette méthode? Pareil que vous posez aussi cette question-là. Pas de la même manière. De quelle façon appliquez-vous cette méthode? De quelle façon vous assurez-vous que la méthode est bien appliquée? De quelle façon, à quel point, de quelle manière va vous ouvrir les questions et du coup créer une relation qui est beaucoup plus constructive puisque vous ne demandez pas à votre interlocuteur ou d'abdiquer ou de se rebeller, mais de trouver un terrain de travail. Alors, comme j'ai très peu de temps, vous ne m'avez pas encore montré les 15 minutes, c'est bien, je voudrais vous parler des locus. Les locus, ça fait partie des éléments de la questionnologie que j'ai développés. Et pour comprendre les locus, il va falloir quelques secondes faire beaucoup plus attention à celui qui répond à la question. Regardez comme c'est bien l'animation. Hop, qu'à celui qui la pose. Alors pour ça, j'ai de nouveau besoin de quelqu'un à côté de moi. Je vais prendre quelqu'un qui... Vous voulez bien venir à côté de moi? Bonjour, vous vous appelez? Bonjour, Gil. Pardon? Gil. Gil. Oui. D'accord. Première fois de ma vie que je rencontre un Gil, ravi Gil. Grave, Ok. Ah oui, c'est vrai, ça sera mieux. Alors, je peux faire ça. je vais poser quelques questions à Gil et je vous demande de me dire si Gil répond en étant acteur dans la réponse, en étant observateur de ce qui se passe, en étant en contact de ses émotions et de ses sentiments, ou encore en faisant une théorie, une compréhension, une explication. D'accord? Vous allez voir, c'est extrêmement dur. Ok. Merci. Alors, première question toute simple. Qu'est-ce que vous avez fait à midi? J'ai mangé et j'ai parlé avec quelqu'un. Ok. J'ai mangé, j'ai parlé, c'est acteur. C'est facile, je fais. Ça vous va? Tous? C'est bon? Jusque-là, vous tenez? Ok. Qu'est-ce qui se passe dans la salle? Regardez sa position. Hein. Vous avez vu comme sa position change? Aucune idée. Ils sont... Je sais pas, il y a des tas de gens qui nous regardent. Ok. Ça, c'est une réponse qui est comment? Observateur. Vous remarquez qu'il n'y a pas de jeu dedans. Vous êtes d'accord avec ça? C'est facile. Ok. Comment vous vous sentez de vous retrouver devant tous ces gens qui vous regardent? Probablement aussi paniqué que vous, mais comme j'étais là avant, un peu moins. Un peu moins que paniqué. Ça, c'est une réponse qui vient d'où? Introspectif. Vous voyez, c'est assez simple quand même. Ok. Quand vous observez votre façon de vous impliquer dans votre métier ces dernières années, quel type de professionnel estimez-vous être? Quel type de professeur, c'est-à-dire quoi? Ma graduation de
combien je suis professionnel ou quel genre de profession je fais? C'est marrant parce que je lui ai posé une question, vous avez vu la question, l'invité à faire des théories. Et avant de se lancer, il dit attendez, pour être sûr de ne pas se tromper de théorie, on va où? Ben, comme vous voulez. Mauvais. Bon. Ok, je vais poser une autre. Quand vous voyez ce qui se passe, vous êtes suisse ou français? Suisse. Ah oui, j'aurais pu. Oui. Il suffit d'écouter. J'ai des 8 en tête. Quand vous voyez ce qui se passe en Suisse, qu'est-ce que vous vous dites qui se passe? Je sais pas grand-chose. Ouais. Effectivement, il y a quelqu'un qui me l'a soufflé. Pas grand-chose, ok. Vous observez que dans ces dernières questions, qui sont apparemment pas les plus simples pour Gilles, Il n'y a pas de question simple. il n'y a pas de question simple, c'est une question qui invite à faire des connexions, une théorie, à prendre de l'altitude sur ce qui se déroule. D'accord? Ça vous va? Donc vous voyez 4 postures qui sont simples. Je vous remercie Gilles, c'est fini. Hop, merci beaucoup. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Regardez un peu. Il paraît que vous posez souvent la question à vos directeurs métiers, la question qui est « qu'est-ce que vous essayez de faire ?» Il paraît que vous leur posez ça comme question. Enfin, j'ai testé tout à l'heure. Ça, c'est une question. OK? Mais vous pourriez poser aussi la question « quels sont les résultats attendus ?» Vous pourriez aussi poser la question « qu'aimeriez-vous réaliser ?» Et vous pourriez aussi poser la question « qu'est-ce que vous essayez de faire qu'est-ce que vous essayez de faire quand vous faites ça ?» Vous allez me dire, c'est la même question. C'est la même question. Dans la salle, qui préfère, je vous demande juste de lever la main, la première question. Levez la main si vous voulez bien. Qui préfère la... Ouais, super résultat, nobody. Je signale que plusieurs personnes parmi vous m'avaient dit que c'était la première question que vous posiez. Alors, qui préfère la question d'en haut? Levez la main, s'il vous plaît. Regardez, il y a déjà plus de monde. OK. Qui préfère la question ici en bas? Levez la main. Ah, un autre groupe. Et finalement, qui préfère la question tout en haut? Quelques-uns, moins nombreux. OK. Je voudrais que vous observiez qu'en fait, ces questions correspondent à la structure que j'ai proposée. D'un côté, qu'est-ce que vous essayez de faire? C'est une question qui pousse votre interlocuteur à être acteur. Il doit dire « j'essaye de faire ceci », ce qui, en termes émotionnels, est vachement engageant. D'accord? Et donc, si quelque chose ne se passe pas bien dans sa société, et vous arrivez, qu'est-ce que tu essayes de faire avec ton truc, là? Alors, c'est panique à bord. Mais vous lui posez la question observateur. Quels sont les résultats attendus par ce process? Beaucoup moins engageant. Les résultats attendus sont descriptifs, faciles comme situation. Si vous êtes devant quelqu'un qui est très, vous savez, qui est un vrai intuitif, vous pouvez lui poser une question de qu'est-ce que vous aimeriez réaliser? Et lui, il va dire, moi, ce que j'aimerais avant tout, c'est ça. Ou bien si vous tombez sur en France, on dirait un centralien, un ingénieur qui a quitté le sol depuis déjà un moment, la question qui est en haut va faire sens pour lui. Ce qui est important là-dedans, l'enseignement que je voudrais que vous reteniez, c'est que vous avez en tant que questionneur des questions qui vous sont plus confortables que d'autres. Mais par conséquent, votre interlocuteur a des questions qu'il va accepter et d'autres qui vont vraiment l'embarrasser. Typiquement, pour encore vous parler de ma famille, mon beau-père est professeur de philosophie. Et moi, je suis plutôt quelqu'un d'actif. Donc, quand j'arrive et que je vois que l'ampoule dans l'escalier ne fonctionne pas, je dis « Michel, il faut que tu changes l'ampoule. » Michel, professeur de philosophie, observateur dans l'âme. Oh, l'ampoule est pétée. Michel, mes gosses dans ton escalier, écoute, change l'ampoule. Il fait clair, tard, on est en été. J'arrive pas à avoir Michel à se mettre dans l'action. Si je veux l'avoir dans l'action, qu'est-ce que je fais? Bonjour Michel, t'as vu ce qui se passe dans les escaliers? Alors, Michel. Regarde Michel. Ah oui, l'ampoule est pétée. T'as vu mes enfants, ils courent dans tous les sens. Ah
il est con dans tous les sens. Bon, il faut que je change l'ampoule. Et il y va. Donc en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que finalement, vous avez des locus qui vous... J'ai appelé ça les locus. Vous avez des questions qui vous sont simples, mais forcément, la personne à qui vous posez des questions vont accepter certains locus ou d'autres, ou pas. J'avance. Et je voudrais vous parler du pourquoi maintenant. J'ai de nouveau besoin de quelqu'un à côté de moi. Monsieur, vous voulez bien venir à côté de moi? C'est un peu plus douloureux. Bonjour, comment vous appelez-vous? Fabrice. Fabrice. Bonjour. Vous êtes prêt? On y va. Fabrice, pourquoi portez-vous des lunettes? Pour voir de près. Ok, pourquoi vous avez besoin de voir de près? Pour voir mes mails, SMS et lire sur tablette. Ok, c'est un mauvais exemple, monsieur. Pourquoi vous lisez vos mails et SMS? Pour répondre à mes clients. Super. Merci beaucoup. Vous êtes un très 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 mauvais exemple pour ce que je fais. Mais restez là si vous voulez bien. Restez là 2 secondes. Je vais demander à quelqu'un d'autre. Ouais. Vous voulez bien venir? Non, attendez, je prends quelqu'un. Non, je vais prendre... Monsieur là derrière, vous voulez bien venir si vous voulez? Oui, oui, oui. Vous qui vous retournez à l'instant. Ouais. Ok. Anouar. Anouar. Oui. Bonjour Anouar. Bonjour. On va refaire un test, ok? J'espère que ça fonctionne ce coup-ci. Anouar, pourquoi vous ne vouliez pas venir? J'avais eu peur, Pourquoi vous avez peur? peut-être, de ne pas bien répondre. Pourquoi vous avez peur de ne pas bien répondre? C'est l'inconnu encore, je ne savais pas. Et pourquoi vous avez peur de l'inconnu? Parce que je ne veux pas le Alors, dire. je vous arrête, Anouar. Ça, c'est un bon exemple. Merci beaucoup. Alors, restez là. Restez là. Quel est l'enjeu que j'essaye de mettre en évidence? 5 questions. J'ai posé 5 questions, mais j'ai posé 5 pourquoi. Comment ça se passe en termes de relations? C'est confortable pour vous, Anouar? Oui, je me retrouve. Ouais. Ça n'a pas l'air hyper confortable. Il y a un enjeu terrible avec les pourquoi, c'est qu'en fait, quand on pose une question pourquoi, notre interlocuteur a l'habitude de répondre par parce que, ce qui n'a pas été le cas ici, mais normalement, toutes les questions étaient précédées d'un parce que silencieux. Parce que, je ne savais pas si c'était moi que, parce que, et tous ces parce que amènent à parler des défauts et des problèmes. Alors que vous avez remarqué ce qui s'est passé avec notre camarade, je me rappelle, Fabrice, il ne s'est pas du tout fait avoir. Chaque question où je démarrais par un pourquoi, il répondait par un, vous avez remarqué, par un pour. Pas moyen de le coincer. OK? Regardez ce qui se passe. Je voudrais juste que vous répondiez par pour. D'accord. D'accord? Je vais essayer. OK. Pourquoi vous ne vouliez pas venir? Pour ne pas avoir une mauvaise impression. Pour ne pas avoir une mauvaise impression. Ouais. OK. Pourquoi vous ne vouliez pas avoir une mauvaise impression et vous démarrez par pour? Ouais, pour que je me sente mieux. OK. Vous voyez comme il y a une grande différence? Simplement en commençant par pour, on va parler de ce qu'on espère, de ses projets, de ce qu'on veut. Ça vous parle? Je vous remercie beaucoup, Anouar. Merci beaucoup. Alors, il est moins quart, hein, là-haut? C'est juste? Parce que vous me dites 5 minutes. Je me surveille autant que vous me surveillez. Alors, il y a un enjeu en français. Le mot « pourquoi » a une double signification. Ça veut dire « pour quelle raison », mais ça veut aussi dire « pour quel objectif ». Et il y a une grande différence dans la façon dont c'est reçu par nos interlocuteurs. Quand vous posez une question « pourquoi ?», il y a des chances très élevées qu'il entende la question comme une invitation à se justifier, à donner les raisons qui l'ont amené à faire ça. Généralement, quand je fais l'exercice « pourquoi portez-vous des lunettes ?», on est au XXe siècle, ma question est stupide. Presque 100% des fois, sauf aujourd'hui, presque 100% des fois, la personne m'explique parce que j'ai un problème de vue. Je le sais, c'est évident. La réponse n'a aucun sens.
Le fait est que mon interlocuteur cherche une réponse qui a du sens pour moi. C'est ce qui s'est passé pour Anouar. Il cherchait des réponses qui avaient du sens pour moi. Mais je vous signale alors que votre analyse, elle ne fonctionne pas bien. Si vous demandez 5 fois à quelqu'un pourquoi, il va 5 fois chercher une réponse qui aura le plus de sens pour vous, pas forcément pour lui. Et c'est à vous de juger. Soit de vous demander pour quelle raison, et là il va donner des raisons, soit vous lui posez la question de pour quel objectif. Si vous lui demandez pour quel objectif, il va vous parler de ce qu'il souhaite faire, de ce à quoi ça doit servir, de l'avenir dont il rêve. Bien plus que si vous laissez partir un pourquoi non contrôlé. Et vous avez un risque de recevoir une réponse qui commence par « parce que ». Alors je vous invite à ceci. La prochaine fois que vous êtes en réunion avec un directeur métier, si à un moment vous entendez une réponse qui commence par « parce que », il y a de fortes chances que c'est une fabrication pour satisfaire votre question. Et ce sera à vérifier. Alors, vous avez vu, assez simplement, on peut changer le pourquoi en pour quel objectif. Là-dessus, je me suis promené sans ma petite zapette, là. Ah, voilà. Et donc, l'idéal, c'est d'éviter les pourquoi. Qu'est-ce que vous avez comme alternative? Vous avez à quoi, vers quoi, en quoi, dans quoi, si quoi, via quoi. Et puis, il y a pour quel. Pour quel objectif? Ou pour quelle explication? Pour quel fonctionnement? Qui vont vous permettre d'éviter les problèmes de communication. On met une pression assez importante au niveau du temps, mais je voudrais quand même vous montrer ce que ça donne au niveau de pas de pourquoi. Regardez, une des premières questions que vous avez l'habitude de poser, paraît-il. Pourquoi vous faites comme ça? Alors, ensemble, transformons cette question en une question qui évite le pourquoi, c'est le problème relationnel. Je signale qu'en plus, pourquoi vous faites comme ça, la réponse devrait commencer par un « je », ça veut dire être acteur de la réponse, ça veut dire qu'émotionnellement, l'engagement est plus fort. Donc quand vous posez la question « pourquoi vous faites ça ?» comme ça, vous doublez l'engagement émotionnel d'une invitation à se justifier. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme question alternative à celle-là? Oui? Ah, vous voyez la technique, hein, pourquoi on fait comme ça? En fait, votre question, elle balance dans observateur, histoire d'être moins impliquant. Bon, c'est une technique. Moi, je voudrais qu'on élimine le pourquoi. Pour quelle raison vous faites ça? Ce qui va être aussi une invitation, mais au moins ce sera beaucoup plus clair. Oui? Je ne sais pas, là? Pardon? À quoi ça sert de le faire comme ça? C'est déjà beaucoup plus enrichissant. Oui? Qu'est-ce que ça amène de le faire de cette façon-là? Alors, est-ce qu'on peut faire différemment? L'enjeu de cette question, c'est qu'elle est fermée. Et si on veut l'ouvrir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire différemment, tant qu'à faire. Comme ça, c'est... Allez, quoi d'autre encore? C'est encore une question fermée. Alors, par exemple, quel est le bénéfice de faire ça comme ça? Sur quelle logique le faites-vous comme ça? Qu'est-ce qui vous amène à décider de le faire de cette façon-là? Quelles sont les pistes et réflexions qui vous ont décidé à le faire de cette façon-là? Et puis il y en a plein. Une autre, pourquoi ce serait une bonne idée? Celle-là, c'est quand même très fort. Hein. Ouais, pourquoi ce serait une bonne idée? Ouais, ça marche aussi avec les questions. Qu'est-ce que vous faites comme question alternative qui enlève le pourquoi? Qu'est-ce que vous avez en tête, c'est ça? Quels sont les avantages de cette idée? Elle est tellement plus riche. Quoi d'autre encore? À quel point vous trouvez que c'est une bonne idée? Très belle aussi. Enfin bref, vous en avez toute une possibilité. En quoi est-ce une bonne idée? À quoi cette idée répond-elle? Vous vous rappelez de en quoi, vers quoi, à quoi, dans quoi, si quoi, etc. etc. J'accélère, comme si je n'étais pas déjà assez rapide. Pourquoi vous... Alors ça, c'est peut-être vous avez déjà vécu ça en tant que business analyst, vous faites un travail et puis le directeur métier n'est pas content, furieux. Vous pouvez poser la question hyper suicidaire. C'est suicidaire cette question-là. Hein. Pourquoi vous n'êtes pas satisfait de nos équipes? Parce qu'en gros, le directeur métier va vous dire parce que votre équipe est nulle. Alors qu'est-ce que vous pouvez poser comme question qui évite le pourquoi? Que reprochez-vous à nos équipes? Alors c'est déjà un peu plus consistant, mais c'est quand même encore dangereux.
Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans nos équipes, qui est vraiment plus intéressant? À quoi vous attendiez-vous? Très très belle question. Ouais. Quoi d'autre encore? Ah, sur quels critères vous basez-vous pour dire que nos équipes n'ont pas bien travaillé? Qui est une superbe question. Alors, sur quelle partie, moi j'aime bien celle-là, sur quelle partie n'êtes-vous pas satisfait du travail de nos équipes? Vous entendez l'induction légère? Sous-entendu qu'il y a déjà toute une piste, voilà. Et puis, quelle est la cause du manque de satisfaction du travail des équipes? Que manque-t-il pour que vous soyez satisfait de nos équipes? Et puis la dernière. Tiens, c'est marrant ça. Pourquoi ne pas nous confier cette mission? Et je vous le fais rapidos. Qu'est-ce qui pourrait vous amener à nous confier cette mission? De quelles informations ne disposez-vous pas qui vous amènent à ne pas nous confier la mission? Alors, je voudrais terminer en parlant des bons usages des questions. J'ai dû tenir un rythme vraiment très soutenu. La première chose, c'est que vous connaissez certainement la méthode des pourquoi. Bon, allez, je vais vous parler comme ça va? Vous m'entendez quand même? Ah oui. Oui, ça va être mieux. OK. Alors, la première chose que je voudrais vous partager, c'est que les 5 pourquoi, la méthode des 5 pourquoi, elle fonctionne très bien à 2 conditions. La première, c'est que vous l'appliquiez exclusivement, et j'insiste, sur des processus logistiques, sur des mécaniques, sur des systèmes. Dès que vous mettez un « vous » dans la question, si vous faites ça 5 fois, ça crée ce qui s'est passé tout à l'heure. Un espèce de déséquilibre et d'inconfort dans la collaboration. Autrement dit, et si je vous parle des locus dont je vous ai présenté tout à l'heure, vous pouvez poser autant de pourquoi que vous voulez, tant que vous restez en observateur, ce que vous faisiez, monsieur. Pourquoi le système n'est-il pas opérant? Pourquoi la panne se passe-t-elle à tel endroit? Surtout jamais dire pourquoi vous avez une panne à ce moment-là. Vous entendez la différence? Ne pas engager la personne dans un enchaînement de pourquoi. Décidément, c'est le blackout. Alors, une autre des règles que je voudrais vous passer, c'est d'apprendre à préparer vos questions. Préparer vos questions, c'est par exemple prendre la question « Pourquoi vous avez besoin de ça ?» On m'a dit que c'est une des questions que vous posiez souvent. Quelqu'un vous dit « Il me faut absolument ça, 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 ça comme processus ». Et apparemment, en tant que business analyst, vous posez la question « Pourquoi vous avez besoin de ça ?» Remarquez que cette question-là, elle est problématique. D'abord, pourquoi j'ai besoin de ça? Mais il risque de vous faire une réponse qui a un peu de chance de vous convaincre, plus que de dire exactement ce qu'il veut. C'est le problème des pourquoi. Alors, on peut s'amuser à construire des questions qui vont répondre aux différents profils. Et ça donne à peu près ceci. En quoi est-ce nécessaire? Vous remarquez que c'est une question qui est extrêmement observatrice, et vous pouvez l'enrichir. Hein. En quoi est-ce vraiment nécessaire, par exemple? Vous pouvez aussi poser la question de « Que voulez-vous faire de ça ?» ou « Avec ça ?» Là, c'est une question qui est acteur, il va vous répondre « Je veux faire ça ». Vous pouvez aussi poser la question « En quoi est-ce important pour vous de le faire ?» ou pas. Et finalement, quel est le besoin qui se trouve derrière ce que vous souhaitez faire, qui est une question méta. Ce que j'essaie de vous proposer là, c'est que lorsque vous préparez un entretien avec un client ou avec un directeur métier, je suis certain que vous passez du temps à préparer vos arguments et vos processus. Je vous invite à prendre un petit peu de temps pour réaliser une feuille comme ça et être certain de multiplier vos questions afin d'avoir de l'alternative. Parce qu'aucune question n'est mauvaise, sauf si vous n'avez que celle-là. La question ici, pourquoi vous avez besoin de ça, est une bonne question. Le problème, c'est que si jamais vous vous trouvez devant quelqu'un, devant mon beau-père, philosophe, le besoin, ce n'est pas un truc dont il parle facilement. Et vous n'aurez pas la réponse attendue. Ça vous va, cette histoire-là? J'ai presque fini. Il y a un dernier sujet que je voudrais vous montrer, et je crois qu'on peut le faire ensemble. C'est ce que j'appelle le brainstorming de questions.
Alors, très probablement, souvent, vous vous retrouvez avec des clients qui vous amènent, vous demandent, vous décrivent un objectif en disant, voilà, alors client interne ou client externe, hein, voilà, j'ai un tel objectif, comment faire? Soit vous accompagnez en disant, OK, quelle est la question qui se trouve derrière votre objectif? Soit vous pouvez faire avec lui un brainstorming de questions. Ça fonctionne comme ça, un brainstorming de questions. Il y a une première personne dans la salle qui va formuler une question sur le sujet suivant. La reconnaissance des business analysts par les directeurs métiers. D'accord ? Le sujet de la reconnaissance des business analysts par les directeurs métiers. Je voudrais qu'une première personne dans la salle pose une question autour de ce sujet-là. OK ? Et puis on va se faire un brainstorming tous ensemble. Il faudra parler fort et je vous pointerai du doigt pour qu'on s'entende tous. Chacun à votre tour, ou en vrac, vous évoquez toutes les questions qui sont relatives à la question qui a été posée initialement. Toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. OK ? Mais je voudrais que vous écoutiez toutes les questions qui sont proposées en recherchant parmi toutes ces questions celles qui vous semblent être centrales, essentielles, clés, premières. OK ? N'ayez pas peur de prendre note si vous le souhaitez. Repérez la question qui est la plus importante et peut-être les sous-questions. Ça vous va ? On essaye l'exercice, vous allez voir, ça va très vite. Donc, au sujet de la reconnaissance des business analysts par les directeurs métiers, qui veut bien faire la première question ? En parlant fort. Oui ? Comment appréciez-vous la contribution des business analysts? Ok, première question. Toutes les autres questions maintenant en brainstorming. Allons-y. Faut que ça fuse. Voilà, vas-y. Bon, comment reconnaître le business analyst? Pourquoi reconnaître le business analyst aussi? Pourquoi? De quelle manière est-ce qu'on peut reconnaître le business analyst? Qu'est-ce qui est derrière la reconnaissance du business analyst? Pourquoi les directeurs métiers ne reconnaissent-ils pas les Pourquoi les directeurs métiers ne reconnaissent-ils pas les business analysts? Je signale que la question est structurée avec un pourquoi et un enjeu. En quoi c'est un enjeu que les business analysts soient reconnus par les directeurs métiers? En quoi c'est un enjeu? Autre question, madame. En quoi le business analyst apporte-t-il de la valeur au métier, au directeur métier? Oui? Quoi d'autre encore? Encore? Est-ce que c'est vrai qu'il n'est pas reconnu? Est-ce que c'est vrai qu'il n'est pas connu? Oui. Quoi d'autre? Comment améliorer l'apport du business analyst? Quels sont les critères de reconnaissance du business analyst par le directeur? À quoi sert le business analyst pour le métier? Comment mettre en valeur le travail du business analyst? Comment mettre en valeur la contribution des business analysts auprès du métier? Qu'apporte un business analyst au métier? Qu'attend la direction des métiers du business analyst? Qu'attend le business analyst de la direction du métier? De quelle façon le business analyst et la direction des métiers peuvent mutuellement s'apporter de la valeur? De quelle façon le business analyst et la direction des métiers peuvent-ils apporter de la valeur? Il y a rien une question vachement méta. Sous quelle direction peuvent être les business analysts pour être reconnus par les directeurs métiers? Sous quelle direction peuvent être placés les business analysts pour être reconnus par les directeurs métiers? Les directeurs métiers sans les business analysts. Comment la direction perçoit le business analyst? Je voudrais que... Merci à tous. Je voudrais que vous réalisiez ceci. Nous venons de faire un brainstorming des questions. Je rappelle que les questions, c'est la questa, c'est la quête. Quand vous vous retrouvez avec une direction des métiers,
Si vous commencez le travail par un brainstorming des questions, ensemble, vous allez vous choisir une quête sur laquelle avancer. Ce qui est très 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 différent que d'avoir un objectif à peu près grossièrement décrit, et puis que vous avanciez en analysant et en proposant et en cherchant des pistes d'innovation sans savoir que c'est vraiment la bonne quête. Vous avez remarqué que parmi toutes les questions qui ont été posées, alors que l'impulsion a été donnée, en fait, il y a énormément de sujets qui sont apparus. Et tout l'enjeu, c'est que quand ces quêtes ne sont pas toutes listées, il y a énormément de temps consommé à répondre à plein de quêtes qui ne sont pas la quête essentielle. Ça vous parle, cette histoire-là? Donc, un brainstorming des questions va vous permettre d'éviter cet écueil. C'est fun, c'est rapide. Quand on se connaît autour d'une salle et qu'il y a une dizaine de personnes et pas autant que nous sommes ici, ça prend 10 minutes. Et c'est vraiment très rigolo. Alors, rigolo, c'est peut-être du belge. Alors, maintenant, je voudrais terminer par ceci. Vous vous rappelez de votre évaluation? Quand vous pensez à vos questions, à combien les évaluez-vous sur 10? Quels sont vos critères d'évaluation? Qu'est-ce qui a changé? Quel est le nouveau critère qui vient d'apparaître qui fait que votre cote a évolué? Et donc la question suivante, qu'allez-vous faire concrètement pour progresser de 1 ou 2 points dorénavant? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Pardon? Ça devrait être en question. Alors, je vais terminer par ce slide. Peut-être vous faire sourire, en tout cas, pose d'énormes problèmes à mon papa. Dit ceci, finalement, chez Google, on run l'entreprise sur des questions, pas sur les réponses. Dell dit aussi que les questions sont plus importantes que les questions. Et même Jack Welch signale que ce sont en fait les questions qui sont centrales dans son travail. L'idée qui est là derrière, c'est que c'est la quête qui joue et qui compte. Prendre un peu de temps pour bien définir la question va vous permettre de trouver de bonnes solutions. Je vous remercie pour votre écoute. Alors, je suis mal positionné pour vous demander de poser des questions. C'était facile. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour poser des questions à Frédéric? Gilles? Il me semble que le système scolaire ne nous apprend pas à poser des questions, mais à avoir des réponses toutes cuites pour n'importe quoi que le prof pose. Et du coup, on est conditionné pour répondre plutôt que de se poser des questions. D'abord, est-ce que vous partagez ce constat ou pas? Dans quelle mesure vous partagez ce constat? Et si oui, est-ce qu'il y a quelque chose à faire au niveau des écoles pour former des gens qui posent plus de questions qu'ils ne répondent? Alors, la première chose, c'est que je partage le constat et même, je pense que le fait qu'il y ait dans les salles de cours un gars ou une dame qui connaît toutes les réponses et qui entraîne le gamin à savoir, ou la gamine d'ailleurs, à savoir qu'elle aura bon à condition de répondre ce que le professeur attend, ce qui est exactement la mécanique de la justification. Tant qu'on sera là-dedans, en fait, le système scolaire nous formate à nous justifier et à donner des réponses qui font sens pour celui qui pose la question, même si ça n'en a aucun pour nous. Donc il y a un vrai enjeu là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a toute une rééducation à faire sur l'art des questions. Et si vous viviez en France, vous sauriez par exemple que la philosophie, c'est quand même l'art de poser des questions, non? Est enseignée uniquement dans une idée où il faut être capable de structurer la réponse. Tout l'enseignement de la philosophie ne va que autour de la structuration des réponses. Donc oui, il y a un travail énorme à faire, et ce travail énorme devrait commencer par un minimum de recherche. Pour vous donner une idée sur le Becherel, qui est un peu la Bible du français, au niveau de la grammaire, il y a 3 tomes, et il y a seulement 7 pages dédiées aux phrases interrogatives. Donc il n'y a absolument pas de documentation sur l'art de faire des questions. Il y a un creux énorme. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Quelqu'un d'autre? Oui.
Quelle est la question la plus difficile que j'ai eu à poser? C'est ça, votre question? Dans un contexte professionnel. Ouais, ça va vous faire rire. Je quittais une entreprise et je leur ai posé la question de à combien ils évaluent à combien ils évaluent la nécessité que je fasse pas de dégâts en partant. C'était pas simple comme question, mais c'était hyper efficace. Alors, ceci dit, j'ai été un peu bloqué parce que à partir du moment où il y a de la souplesse dans les questions, vous voyez, où vous avez toujours ces alternatives. Pour vous donner une idée, j'ai collecté 3500 questions. Donc en stock, et grâce aux grilles que j'ai développées, je peux produire à peu près les 3500 questions assez rapidement. Donc généralement, c'est plus la forme qui pose problème que le fond. À peu près tout sujet peut être posé, à condition de choisir la forme qui peut être écoutée, entendue. D'accord ? C'est un peu ce que j'ai essayé de vous démontrer aujourd'hui. Donc maintenant, c'est rare que je trouve des difficultés à poser des questions. Oui ? Quelle est la part de la dimension culturelle, du contexte culturel dans votre réflexion? Dit autrement, est-ce qu'on pose les mêmes questions à un Allemand, un Suisse, un Indien? Alors, c'est une très très belle question et non pas du tout. C'est pas du tout la même façon de poser des questions. La plus belle façon de vous le montrer, c'est le why. Le why en anglais qui en fait demande, quand un Américain vous pose la question why, il s'attend à ce que vous parliez de purpose. Il s'attend à ce qu'il y ait une réponse en in order to. Alors qu'en France, quand vous commencez une question par pourquoi, vous attendez la réponse par parce que, qui est because. Donc il y a une énorme différence culturelle. Les Asiatiques ont une prudence de sioux, bon, même s'ils sont pas de ce côté-là du monde, enfin bref, ils ont une grande prudence à ne pas poser des questions qui font perdre la face. Donc ils vont poser énormément de questions en observateur, parfois un peu en méta, mais peu. En tout cas, rarement en acteur et très très rarement en introspectif. Je pense qu'en Suisse, aller sur le terrain de l'introspectif n'est pas une bonne idée, ou en tout cas, c'est pas simple. Alors que, par exemple, en France, et plus vous descendez dans le sud, c'est indispensable pour mesurer la motivation de la personne. À la rigueur, dans le sud, par exemple en Espagne, si un manager ne vous pose pas de questions sur comment vous vivez les choses, il va avoir l'impression que vous ne vous intéressez pas à lui. T'as répondu? Vous êtes le bienvenu. Oui. Alors, je parie fort qu'à ce moment-là, vous parlez en anglais. C'est juste ou pas? Oui. Alors, là, vous avez une aide fantastique. C'est que autour de la table, probablement, il y a plus de non-native speakers que de native speakers. Ce qui fait que les écueils d'automatisme sont moins présents. Et pour peu que vous prépariez la même chose, les questions en anglais cette fois-ci, vous allez vite avoir de l'alternative. Et vous verrez qu'il y a parfois de l'intérêt à poser la même question sous deux formats différents. Et vous obtenez des compléments d'information. Donc ça fonctionne de façon assez surprenante. D'autres questions? Bon, on m'avait dit qu'en Suisse, vous étiez chaleureux à l'accueil. Je ne pensais pas que ce serait aussi chaud. Merci beaucoup, vraiment beaucoup.